Moi, c'est Amina Khalil, je suis la fondatrice de Défi Alpha. Je suis également ingénieure de formation et donc aujourd'hui, on est accompagné de Gwendoline Martin. Je te laisse te présenter. Donc, Gwendoline Martin, donc moi je suis ingénieure mécanique. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le nucléaire. Aujourd'hui, je travaille dans le ferroviaire au sein de la RATP. Et donc, ben, avec Amina, on anime cette conférence, je sais pas maintenant, depuis à peu près 3 ans, je crois. C'est ça. Bon, et ben on est parti. Donc surtout, encore une fois, posez vos questions au fur et à mesure. D'accord? Donc allons-y. Je te laisse parler, Gwendoline. Bah, très bien. Alors, donc, ben, on va faire un petit tour. Donc, comme dit Amina, je pense qu'il faut pas hésiter à poser des questions. C'est pour ça qu'on est là, même nous poser des questions sur nos parcours personnels. Mais sinon, on va voir donc dans un premier temps, donc, qu'est-ce qu'un ingénieur? Parce que des fois, c'est une question que beaucoup se posent. Ingénieur, ça veut dire en fait beaucoup de choses. Donc, on va essayer un peu de mettre des mots sur ce métier. Les différentes ensuite écoles d'ingénieurs qui existent, puisqu'on verra qu'il y a autant d'ingénieurs qu'il y a de filières possibles et de parcours possibles. Et donc, bah, on arrivera sur le 3, donc les différents parcours pour arriver à ce métier. À la base, dans le dictionnaire, un ingénieur, c'est une personne qui va trouver des solutions à des problématiques. Donc, c'est une définition assez large, mais c'est vrai qu'il définit très bien le terme. Ça va se pratiquer dans n'importe quel secteur. On va avoir donc les secteurs assez classiques comme l'aéronautique, l'informatique, l'automobile. Après, on va avoir aussi des secteurs qui vont être un peu plus étonnants, entre guillemets. On va avoir le médical, on va avoir les ingénieurs financiers, et puis on va avoir des fois des ingénieurs qui seront entre un peu deux eaux, si je puis dire. Par exemple, on va avoir des architectes qui auront aussi un cursus ingénieur structure. Donc voilà, c'est très très varié. Dans quel domaine? Ben, c'est idem. À peu près tous les domaines qui existent, on va pouvoir trouver des ingénieurs qui collent à peu près à chaque domaine. Et donc, ben, exemple concret, ben, vous avez Amina et moi en exemple. Donc, je sais pas si Amina, toi, tu vas en dire un peu plus peut-être sur ton parcours, expliquer ce que tu as fait. Et puis, ben, ensuite, je prendrai le relais. Ouais. Alors moi, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, quand on parle du mot ingénieur, dedans, souvent, on entend en fait le mot, donc il y a le mot génie, ok? Ça veut pas dire qu'on est des génies, pas du tout. Ça veut juste dire en fait qu'on a une forme d'ingéniosité. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on va être capable de trouver des solutions à une problématique, ok? Et la problématique, comme Gwendoline vous a dit, elle peut être de tout type. Souvent, en fait, on va surtout penser souvent, on va surtout penser en fait à la problématique technique ou technologique. Mais en réalité, à partir du moment où vous résolvez une problématique, quelle qu'elle soit, vous pouvez être un ingénieur. Et par exemple, moi, souvent, les gens me disent, mais avec ton activité, parce que bon, je ne sais pas si certains me connaissent, mais voilà, j'ai monté une petite école, il y a la plateforme et tout ça, on a fait des livres. Et on me dit, en fait, tu as complètement renoncé à ton métier d'ingénieur. Et en fait, je leur dis, mais pas du tout. Parce que moi, ma problématique, c'est comment on va faire pour que les élèves aiment les maths? Comment on va faire pour que les élèves aient un meilleur niveau en mathématiques? Donc ça a été finalement ma problématique à moi. Et donc, à partir de ce problème-là, eh bien, du coup, j'ai essayé donc de trouver des solutions. Gwendoline? Je prends le relais. Donc, ben oui, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que dit Amina. Et d'ailleurs, un ingénieur, bon, c'est vrai qu'un ingénieur, et ça, je pense, on y reviendra après, je crois qu'on en parle un peu plus loin, mais en fait, c'est avant tout un titre. Après, ça n'empêche pas des personnes qui ont fait des masters et qui ont bac+5 de faire des métiers dits d'ingénieur, parce qu'en soi, c'est pas forcément, voilà. Donc, ingénieur, c'est parce qu'avant tout, c'est un titre hein, qu'on obtient en sortant d'une école d'ingénieur. Mais ça n'empêche pas qu'on a des personnes hein, qui vont faire un métier d'ingénieur en ayant un bac+5, enfin un master, par exemple, en mathématiques enfin, ou informatique.
Moi, dans mon cas, donc je suis bel et bien ingénieure, mais j'ai été donc d'abord dans un premier temps ingénieure mécanique. Donc j'ai travaillé dans le nucléaire pendant 5 ans, où je faisais quelque chose de très appliqué, de vraiment, c'était du calcul, hein, pur et dur. Là, depuis quelques mois maintenant, je travaille donc dans le ferroviaire, donc à la RATP, sur le métro parisien, sur la modernisation du métro. Et donc aujourd'hui, c'est un poste qui est beaucoup plus large, vu qu'en fait, je fais un peu moins de technique, mais je fais de la gestion, en fait, de ce qu'on appelle de la gestion de projet. Donc un ingénieur, c'est aussi ça, c'est aussi savoir prendre du recul sur des problématiques qu'on ne connaît pas forcément, sur lesquelles on n'est pas spécialisé, mais vu notre formation, on va être capable de poser les bonnes questions et on va être capable d'orienter les personnes avec qui on travaille de manière à trouver la bonne solution qui va bien. Sachant qu'un problème n'a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Et donc, un ingénieur, il va aussi être capable de venir regarder les différentes solutions techniques qu'il y a et de s'emparer d'un sujet technique qu'il ne connaît pas forcément. Moi, je suis passée donc de la mécanique dans le nucléaire au ferroviaire. Le ferroviaire, je savais pas du tout, enfin, je savais pas forcément comment fonctionnait un métro quand je suis arrivée. Mais voilà, donc on est venu m'expliquer les différents domaines qui existent. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui dans le ferroviaire va faire, par exemple, va s'occuper de la partie tunnel et puis un autre qui va s'occuper de la partie système du métro. Ces deux personnes-là, ils ont des métiers très différents, mais ils vont être obligés d'interagir. Et c'est là aussi où l'ingénieur, il va avoir ce rôle-là au milieu, de faire interagir tout le monde et de comprendre des problématiques qui ne sont pas sa spécialité. Donc ça, c'est très important parce qu'un ingénieur, derrière, il est là vraiment pour être quand même assez ouvert et être capable tout au long de sa carrière aussi d'évoluer en termes de compétences. Et donc, on ne s'arrête vraiment pas à l'école. L'école donne les bases et ensuite, il y a vraiment une carrière par ingénieur, je pense, qui existe. Du coup, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on vient de dire? Donc, à peu près ce que c'est. Alors, je comprends bien que ça peut être très abstrait finalement, mais du coup, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous tous sur ce que c'est qu'un ingénieur, de comprendre que finalement, il y a autant d'ingénieurs que de problématiques en fait possibles et qu'effectivement, eh bien, voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions, oui, abstrait. Mais c'est vrai, c'est une notion qui est assez abstraite, mais vous allez voir, pas tant que ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, au final, du final, oui, Tesnim, vous allez voir qu'au final, du final, finalement, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va faire une école d'ingénieur. Mais on va rentrer dans le détail juste après. Oui, Tesnim, du coup, tu as levé la main, je t'ouvre la parole. Hop, Elle attends. a déjà la parole, c'est Ah, bon. super. Vas-y, Tesnim, on t'écoute? On t'entend pas? Bon. Tesnim, on t'entend pas. Si tu veux poser ta question dans le chat, n'hésite pas. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? J'ai un problème avec le micro. Oui. Du coup, pose ta question dans le chat. D'accord? D'autres ont des questions? Bon. Du coup, on va continuer. Donc, on vous a dit que d'une manière générale, c'est voilà, c'est une personne qui a été formée pour résoudre des problèmes. D'accord? Et donc, il est formé dans des écoles dites d'ingénieurs. Je te laisse en parler, du coup, Gwendoline. Oui, donc les écoles d'ingénieurs, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que quand on arrive au moment où on dit qu'on veut faire le métier d'ingénieur, en fait, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. On connaît tous le chemin, on va dire, classique, un peu cette voie. Donc, on fait 2 ans de prépa, ce qui avant s'appelait maths P. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, on fait 2 ans de classe préparatoire et ensuite, on passe des concours. Et on peut intégrer donc soit des écoles qui sont dites publiques, soit des écoles privées. Donc les écoles publiques, pour la plupart, donc les grandes écoles, hein, type Polytechnique, Centrale Supélec, sont des écoles. Donc d'abord, on a les 2 ans de prépa, puis ensuite 3 ans d'école d'ingénieur. Et les 3 ans d'école d'ingénieur, du coup, ne sont pas payés en tout très peu, contrairement aux écoles privées où du coup la scolarité va avoir un coût plus élevé. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on peut avoir ces cas-là où on fait 2 ans de prépa classique. On passe des concours pour plusieurs écoles en même temps. On ne passe pas un concours, c'est vraiment, on passe un peu par lot
si je puis dire, d'école. Donc, on va passer le concours, par exemple, pour Polytechnique et Centrale en même temps. Et après, donc, on a aussi ce qui est très connu, les mines, l'école des ponts et chaussées, l'UTC, enfin voilà. Donc, tout ça, ce sont des écoles d'ingénieurs dites publiques. Et ensuite, sur les écoles privées, là, ce qui va être possible, c'est de les intégrer tout de suite après le bac. Souvent, c'est des écoles qui vont proposer ce qu'on appelle des parcours avec classe préparatoire intégrée. Ça veut dire qu'on fait 2 ans déjà au sein de l'école, les 2 ans de prépa au sein de l'école, et au bout de ces 2 ans-là, on intègre le cursus ingénieur. Après, attention, ce n'est pas parce qu'on fait 2 ans de classe préparatoire intégrée que, moi je l'ai déjà entendu, hein, que le niveau est plus bas qu'une classe préparatoire classique. C'est pas vrai, on a exactement le même niveau. La seule chose, c'est que des fois, ça peut être un peu plus orienté. Par exemple, le SME Sudria, qui vont être plus basés sur des formations un peu plus tournées vers l'électronique et les systèmes, vont commencer à faire des cours de ce type dans leur classe préparatoire. Ils vont un peu adapter leur programme. Sinon, sur les matières de base, type les maths, la physique, on va avoir les mêmes niveaux qu'on soit en classe prépa classique ou en classe prépa intégrée, ça va être le même programme qu'on va réaliser. Et c'est pas parce qu'aussi on fait une classe préparatoire intégrée qu'on ne peut pas passer les concours au bout de 2 ans pour intégrer une autre école. C'est tout à fait possible, au bout des 2 ans de classe préparatoire intégrée, de changer d'école et donc de passer sur une autre école. Très bien. Voilà, je En fait, sais pas voilà, si la Amina, tu grosse as quelque chose. différence, l'une des différences majeures déjà, entre les écoles publiques et les écoles privées, c'est que du coup, les écoles privées coûtent particulièrement cher. Même si tout à l'heure, Gwendoline nous expliquera qu'il existe quand même des solutions, mais ça reste des écoles qui sont plutôt chères. D'accord? À un moment donné, les écoles publiques, elles étaient quasiment gratuites. Elles le sont toujours, mais il y en a quelques-unes qui, du coup, ont augmenté leurs frais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par exemple, là, dans les écoles publiques qu'on vous a données, entre Centrale, les mines et compagnie, alors il faut voir que c'est aussi, en fait, souvent les écoles les plus anciennes. Et donc, qui dit aussi école d'ingénieurs les plus anciennes, celle-ci, par exemple, c'est aussi les écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses. Donc, ça veut dire que eh bien oui, il y a une grosse concurrence à l'entrée pour avoir ces écoles-là. Mais au final, voilà, quand en général on sort aussi de ces écoles-là en disant, voilà, je suis centralien, j'ai fait les ponts et chaussées et tout ça, ben, je veux dire que sur le marché, c'est voilà, c'est des écoles dans lesquelles on les appelle les écoles du groupe A. C'est là, en fait, enfin, si tu veux, voilà, ça reste quand même un diplôme qui va être un peu plus, enfin, un peu plus recherché, en tout cas par les entreprises. Lesquelles, c'est les écoles publiques les plus sélectives. Donc, celles-ci comme Polytechnique, Centrale Supélec, tu as les mines, tu as les armes, et tu en as aussi d'autres en chimie, hein, l'École nationale supérieure de chimie. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les écoles les plus sélectives. Et en général, ces écoles-là, on ne peut pas rentrer après le bac, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prépa intégrée. Et là, il faut absolument passer par une prépa classique et après on vous donnera donc du coup la différence, vous expliquera en fait la différence du coup entre une prépa classique qui se fait dans un lycée et une prépa intégrée qui se fait au sein en fait des écoles privées. Donc du coup Safa, tu as levé la main, je te laisse répondre, je te laisse parler. Ça veut dire qu'il y a des écoles publiques qui sont payantes. Alors, des écoles publiques qui sont payantes, oui, dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je ne sais plus si ça a changé, mais à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les arts et métiers, qui est l'école que moi j'ai faite, les arts et métiers, tu payais que les frais en fait de sécurité sociale, qui sont obligatoires même si tu vas en fait à la fac. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je sais que les arts et métiers sont quasiment gratuites. Centrale Supélec, depuis quelques années, Ça me dit quelque chose, ils ouais. ont augmenté leurs frais d'inscription. Mais on reste significativement plus bas qu'une école privée. C'est-à-dire qu'en général, enfin, les derniers chiffres que moi j'ai, je ne les ai pas réactualisés. Centrale, on était autour de 3 000 € l'année, ce qui reste Ouais, très correct. Là c'est où ça. en fait, les écoles privées, ça peut très très vite chiffrer autour de combien, combien, Gwendoline? Les écoles privées, alors après, ça dépend aussi des écoles privées. Ouais. Et après, sinon, ça va être sur les écoles On est autour de 10 000 comme euros, non?
tu vas être autour de 7 000, 8 000 euros. Ouais, Après, ça bon, va de est-ce que 6 c'est à bien? 15 au plus gros, quoi. Voilà. C'est ça. Alors que Ouais, Centrale ouais. Supélec, dans la partie école publique, c'est la plus chère avec autour de 3 000, hein. C'est la plus chère. Ouais. On a une question par rapport au Ouais. spé avant de parler de prépa et d'école d'ingénieur. C'est au niveau du lycée, quel spé choisir? Maths, physique, chimie, SI, NSI. Alors, il n'y a pas de doute sur ça, d'accord? C'est-à-dire que, alors, deux choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu prends les prépas classiques pour rentrer dans ces écoles-là, d'accord? Tu as en fait la MPSI, la PCSI, et puis on a aussi un peu la PTSI, d'accord? Mais là, c'est vraiment, donc, en général, là où tu as quand même un peu plus de chance, c'est la MPSI et la PCSI. MPSI, ça veut dire maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. PCSI, ça veut dire physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc au final, la difficulté, c'est que maintenant, en terminale, vous avez seulement que 2 spé. Et moi, j'ai vu des élèves, comme ils se disent, je vais aller en MPSI, ils se disent, je vais prendre physique et sciences de l'ingénieur et on laisse tomber les maths. Alors surtout pas, d'accord? C'est-à-dire que si finalement vous voulez aller en école d'ingénieur, eh bien, ça reste quand même les maths et la physique-chimie. Et d'ailleurs, vous verrez que dans les concours, en fait, post-bac, c'est-à-dire que quand vous êtes après le bac, quand vous êtes au bac et vous voulez intégrer, en fait, des écoles qu'on peut intégrer après le bac, eh bien, du coup, vous allez avoir des épreuves. Dans ces épreuves, il y a une épreuve de maths, une épreuve de physique et puis une épreuve d'anglais, d'accord? Donc, du coup, maths, physique, si vous voulez aller en école d'ingénieur, c'est non négociable. Non, est-ce qu'il faut absolument faire sciences de l'ingénieur? Pas du tout, d'accord? Par exemple, moi, mon expérience, j'ai jamais fait de sciences de l'ingénieur jusqu'en prépa. Et j'ai découvert en prépa que j'étais particulièrement mauvaise en sciences de l'ingénieur. Voilà, en fait, cette matière-là, elle commence vraiment en classe prépa, la science de l'ingénieur. Ensuite, ils l'ont intégrée au lycée, mais c'est plus pour préparer, en fait, pas vraiment au même niveau que ce qui est attendu Et comme en dit école Amina, d'ingénieur. c'est vraiment, enfin, il faut vraiment axer sur les maths et la physique. Enfin, c'est vraiment le cheval de bataille. Enfin, à l'époque, nous, c'était les bacs Ouais. scientifiques, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les options, bon, j'ai un peu lâché depuis, mais c'est vraiment les maths et la physique. Et les maths, peu importe, même que vous fassiez MPSI, PCSI, ça reste au cœur de tout, puisque pour faire de la physique, il faut des maths. Donc Vous ne pouvez là, pas il faire n'y a, un y a pass pas sur de les doute maths à ni avoir. sur la physique. Ouais, c'est pas Ouais, possible. ouais, non, c'est pas possible sinon. Et donc, c'est pour ça, pour ceux qui nous connaissent, on a l'impression, on donne peut-être l'impression qu'on est des psychopathes des maths, d'accord? En réalité, on n'est pas des psychopathes des maths. C'est juste qu'à un moment donné, on sait que finalement, peu importe la filière que vous allez choisir, faut surtout pas négliger les mathématiques. Vraiment pas. Ça va. Mais du coup, pour ça, faut aller en professionnel ou en général? Général plutôt. Et en général, Ouais, filière ouais, ouais, c'est générale, oui. général. Mm. D'accord, merci. Il y a Nour aussi qui Bon. pose une question. On t'écoute, Nour. Juste, c'est quoi la science de l'ingénieur? Alors moi, j'étais tellement mauvaise en sciences de l'ingénieur que je vais laisser Nicolas ou Gwendoline répondre. Oui, sciences de l'ingénieur, c'est une matière en fait où on va appliquer ce qu'on a en physique sur des problèmes concrets, par exemple des robots, par Mm. exemple dimensionner les roues d'une voiture ou quand un avion veut atterrir, ça va être des exercices où on va te faire faire des calculs sur comment ça marche, etc. Voilà. C'est de l'application des règles de physique dans des vraies problématiques d'ingénieur. Ensuite, on a TESNIM. Oui, en techno, non, pardon. En prépa ou alors en école d'ingénierie, est-ce qu'on fait beaucoup de techno? Enfin, l'équivalent de la techno ou de la techno? Alors la techno, c'est une matière collège. Ça n'existe plus ensuite au lycée et en prépa, ça devient sciences de l'ingénieur, voilà. Donc Mais c'est ça reste l'équivalent. assez différent. Après, en école d'ingénieur, tu as différentes façons d'en faire. Tu vas avoir de l'électronique, tu vas avoir vraiment des spécialités mécaniques, des choses que tu faisais en techno. Mais là, tu auras un cours que d'électronique où tu vas faire que ça, par exemple. Tu vas Ok, faire une spécialité là-dedans. Mais oui, si tu aimes la techno, c'est des matières que tu vas retrouver aussi plus tard. Mais ça s'appellera pas techno, c'est tout. ok, merci. Il n'y a plus d'autres questions?
Et en moyenne, dans l'idéal, pour les maths, physique, quelle moyenne avoir pour pouvoir être accepté et qu'est-ce qui est demandé, attendu? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la question de moyenne, c'est très particulier parce que forcément, d'un établissement à un autre, en fait, la moyenne peut être complètement différente, d'accord? Ce qu'il faut, c'est effectivement maintenir un bon niveau. C'est-à-dire qu'il faut absolument, effectivement, se sentir ou en tout cas essayer de travailler pour se sentir à l'aise dans ces matières. La deuxième chose, ça va être le travail. Et ça, en fait, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est le travail. C'est-à-dire que ça reste quand même des écoles où on sort, ce que la France aime dire, c'est là où on sort un petit peu l'élite. D'accord? Donc, du coup, tu n'es pas l'élite si tu te croises les doigts et que tu attends que les choses se passent. Ça veut dire que là, pour le coup, si tu veux être ingénieur, mais que derrière, tu n'as pas envie de bosser, ça va être compliqué. D'accord? C'est quoi un bon niveau? C'est c'est maîtrisé. C'est vraiment la maîtrise. C'est-à-dire, c'est pas forcément la peine, hein. Moi, je vous invite pas forcément à regarder que vos moyennes. Même si effectivement, si vous avez par exemple 4 de moyenne en maths, là, il faut vous poser des questions. Mais avoir un bon niveau, ça veut vraiment dire être en mesure quand vous êtes en première, hein, je prends le programme de première terminale, mais c'est-à-dire tout le reste en maths également, bah, il faut surmaîtriser en fait toutes les notions. C'est-à-dire ne pas juste vous limiter au fait que bah, c'est bon, vous savez résoudre une petite équation, Oui. donc vous êtes content. D'accord? C'est-à-dire il va falloir apprendre aussi à vous surpasser et à toujours essayer en fait d'être le meilleur. Et en fait, cet état d'esprit-là, c'est ce qui va vous aider donc du coup dans une école d'ingé, mais c'est aussi ce qui va vous aider d'une manière générale. C'est-à-dire Et, travailler pour essayer d'être le meilleur Ouais. possible. et Ce qu'il si faut je peux voir, c'est... compléter ce que tu Ouais. dis, excuse-moi Nicolas, Vas-y, vas-y, Gwendoline. si je peux compléter aussi ce que tu dis, une notion importante, c'est que entre guillemets, c'est facile de pas d'avoir plutôt une bonne moyenne au lycée. Si on travaille, à- disons de manière raisonnable, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'en plus, le lycée, beaucoup, et ça, c'est quelque chose sur quoi il faut faire très attention, c'est qu'on a une tendance des fois à l'apprentissage du par cœur. Donc même en maths, on va des fois apprendre des choses par cœur, mais qu'on comprend pas. Et le problème, c'est qu'en prépa, bah, c'est l'inverse. On nous demande de comprendre. Et vu qu'on nous demande de comprendre, ben, on nous interdit certains outils. On nous interdit la calculatrice, par exemple, on nous interdit tout un tas de choses. Et de toute façon, on va vous donner tellement de formulations, tellement enfin, d'équations diverses et variées que de toute façon, c'est impossible de tout apprendre par cœur. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être capable derrière de les ressortir, de les redémontrer et de les retrouver seuls en apprenant à raisonner. Donc ça, c'est pour ça aussi que souvent, quand on dit « Oh là là, la prépa, c'est très difficile », en fait, c'est pas tellement la prépa qui est très difficile, c'est la manière de penser. Et en fait, c'est vraiment ce que la prépa va apprendre, elle va apprendre à raisonner. Elle va apprendre à réfléchir. Et c'est là où, en fait, enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'au lycée, finalement, bah, si on est plutôt sérieux et puis qu'on apprend bien ses cours, bah, c'est pas très compliqué. Mais par contre, quand on arrive en prépa, il s'agit plus d'apprendre ses cours, il s'agit de les comprendre. Et ça, c'est un exercice qui est pas toujours évident à mettre en place, surtout quand on a été habitué au système scolaire aujourd'hui qu'on connaît en France. Parfaitement, parfaitement. Et du coup, pour recompléter effectivement pour compléter la recomplétude de Gwendoline, même si ça veut rien dire, c'est qu'en fait, vous allez voir que réussir à devenir ingénieur, souvent, c'est même pas que une question de niveau scolaire. D'accord? Moi, je me suis rendu compte que ce qui allait faire la grande différence, c'est aussi finalement votre état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que voilà, vous êtes prêt à faire les efforts pour... Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le lycée. Là, elle l'a bien dit. C'est qu'en fait, on va pas être dans une mécanique où il faut avoir juste 10 de moyenne pour pouvoir passer. C'est-à-dire que la question des 10 de moyenne, quand on est en prépa, ou après, elle ne compte plus. Ce qui va importer finalement, c'est effectivement le concours. Et le concours, imaginons, eh ben, tout le monde s'est planté et en fait, la moyenne du concours, eh bien, elle est de 8. Et ben, en fait, on va prendre selon le classement. C'est-à-dire qu'on va plus être dans un délire de moyenne, on va être dans un délire de classement. Et donc, du coup, encore une fois, hein, il faut avoir effectivement enfin, cette capacité à raisonner et à comprendre. Et finalement, ce qui fera la différence, ça va être votre état d'esprit et de vous dire, est-ce que
je suis prêt à faire les efforts pour comprendre. Comprendre, ça veut dire parfois aller chercher des informations dans des livres, c'est parfois aller chercher des informations voilà, sur Internet, c'est parfois aller chercher des informations par vous-même. Et ça, en fait, ça prend du temps. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que celui qui réussit le plus, hein, en prépa en tout cas, c'est vraiment pas celui qui, sur le papier, est le plus intelligent. Celui qui réussit, c'est celui qui va finalement avoir le meilleur état d'esprit et qui va se dire, en fait, je peux y arriver. Donc, on va passer au découpage. Donc, tu étais en train d'en parler, Gwendoline, sur du coup, il y a 2 ans. Donc, on a fait nos spé maths et physique, d'accord? Et puis, ben, on décide de prendre un cursus ingénieur. Allons-y. Il y a ma caméra qui s'est coupée, je n'arrive pas à rallumer. Ah, C'est parce qu'on a bloqué. Ouais, vas-y, tu peux la redémarrer là, c'est bon. Ah, c'est bon, super. Hop, voilà, nickel. Merci. Donc voilà, comme on a pu déjà un petit peu vous en parler, donc on va avoir un découpage du cursus en 2 grandes étapes. Le premier, ça va commencer donc par les 2 premières années, donc les 2 ans de classe prépa, ce dont on vous a parlé, donc les classes prépa soit intégrées, soit classiques, MPSI, PCSI, etc. Et ensuite, donc, on passe à 3 ans d'école d'ingénieur, donc après les concours. Donc là, ça va durer 3 ans avec différentes spécialisations possibles, même si en principe, la spécialisation ne se fait pas tout de suite. On commence déjà, enfin, la plupart des écoles d'ingénieurs vont quand même former des ingénieurs généralistes, ce qui veut dire que c'est des ingénieurs qui vont être capables de travailler dans des domaines relativement divers et variés. Et ensuite, seulement à partir de la 2e année d'école d'ingénieur, on va commencer à se spécialiser. Et c'est vraiment en dernière année qu'on va vraiment avoir une spécialité forte. Mais sinon, sur quand même, on va dire, la première année de cycle d'ingénieur, on est vraiment généraliste. Et bon, la 2e année de cycle ingénieur, on commence à se spécialiser, mais on reste quand même encore sur des troncs communs assez généralistes. Et la dernière année, c'est vraiment la spécialité. Après, attention, ça ne veut pas dire, enfin, si par exemple, on a une spécialité en mécanique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller travailler dans l'informatique. Surtout quand on est ingénieur généraliste, la spécialité, c'est ce qu'on fait à l'instant T dans l'école, mais après, rien n'empêche de changer de domaine dans le monde du travail. C'est quelque chose qui se fait. On revient à ce qu'on disait aussi, hein, c'est ce qu'on vous apprend en prépa, c'est à vous adapter, c'est à réfléchir, c'est à être curieux, et donc c'est à aussi savoir apprendre par vous-même des choses que vous maîtrisez pas. Donc c'est ça en fait vraiment la force d'un ingénieur, c'est de pouvoir ensuite passer un peu d'un domaine à l'autre avec plus ou moins de facilité. Après, on a aussi des parcours qui vont être un peu particuliers. Par exemple, on peut très bien avoir un bac plus 3, c'est-à-dire faire une licence en université et par la suite entrer dans une école d'ingénieur. Par contre, la plupart du temps, c'est que quand on a une licence, donc par exemple, on va faire une licence maths physique, et donc on va vouloir rentrer en école d'ingénieur ensuite, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir y rentrer sur concours. Par contre, très souvent, c'est qu'en fait, les écoles d'ingénieurs vont demander, pour la plupart, de refaire le premier cycle d'école d'ingénieur. Donc, c'est-à-dire, voilà, il va falloir refaire quand même un an, entre guillemets, en plus, pour avoir vraiment les 3 ans de cycle. Après, donc, dans une école d'ingénieur, c'est ce qu'on disait en début de présentation, la grosse différence, c'est qu'au bout des 5 ans, enfin, quand on sort d'une école d'ingénieur, au bout des 3 ans, pardon, on va délivrer un titre d'ingénieur. Donc, ingénieur, c'est un titre qui est délivré par la commission des titres d'ingénieur, hein, la CTI. Et donc, pour ça, il va falloir remplir plusieurs conditions. Donc, il faut sortir, bien sûr, d'une école d'ingénieur. Il faut avoir fait un semestre à l'étranger ou équivalent. Il faut avoir validé ce qu'on appelle le TOEIC. Donc, c'est un examen d'anglais qu'on passe. Voilà, tous, on le connaît, hein. Mais donc, c'est un examen d'anglais qu'on va passer et il va falloir atteindre un certain score pour le valider. Et puis, bah, il va falloir valider tout son cursus, bien sûr, ce qu'on va appeler à l'époque, c'était les ECTS. Je pense que c'est toujours ça aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est un nombre de points, on va dire, qui dépend en fait des résultats qu'on a eu aux différents examens tout au long de l'année. Donc, voilà, en fait, c'est ça qui est un peu plus compliqué peut-être qu'en université, c'est que il faut valider en fait tous ces critères. Et j'oubliais le stage de fin d'études aussi de 6 mois, qui est obligatoire. Donc, il faut valider tous ces critères pour obtenir le titre.
Sinon, si par exemple un des critères n'est pas validé, par exemple, je n'ai pas eu mon TOEIC au bout de mes 3 ans, eh bien, il me reste 2 ans pour le passer et obtenir mon titre d'ingénieur. Sinon, au bout des 2 ans, eh bien, c'est caduc et donc du coup, on ne peut pas obtenir le diplôme. Voilà, c'est Ça, ça c'est important. ouais. Parce que, vous voyez, Gwendoline nous a dit ici que c'était un titre délivré. Et donc là, ça, il faut faire très, très attention avec cette notion de titre. Parce qu'en fait, souvent, il y a des gens qui vont vous dire, j'ai un bac+5, donc je suis ingénieur. Alors, pas du tout, d'accord? Ça veut dire que encore une fois, c'est un titre, de la même manière où tu vas avoir des avocats. Donc, eux, ils ont un titre, d'accord? Donc là, c'est pareil. L'ingénieur, en fait, c'est un titre et ils ne sont pas délivrés par toutes les écoles. C'est-à-dire que des fois, il y a des petites écoles qui font un peu les malines. C'est qu'elles vous disent que c'est des écoles d'ingénieurs et que vous allez ressortir avec un diplôme d'ingénieur. Mais la vérité, c'est que ces écoles-là, eh bien, ne sont pas habilitées à pouvoir délivrer ce titre-là. Donc, si on a un conseil à vous donner quand vous cherchez une école d'ingénieur, quand vous allez commencer à faire vos recherches sur les différents noms et tout ça, regardez toujours tout en bas en fait du site s'il y a le logo CTI, d'accord? S'il n'y a pas ce CTI, c'est pour Commission des titres d'ingénieur. S'il n'y a pas ce fameux CTI, ça veut dire qu'en fait l'école ne délivre pas de diplôme d'ingénieur. Donc, ça veut dire que des fois, vous allez payer pour finalement ne pas être officiellement un ingénieur. Je vais On a même une aller, question de aller Safa. plus loin. Pardon, Excuse-moi, Nico? Nicolas. On a une question. Oui. Safa. Tu avais levé la main? Ah non, c'est bon, c'est bon. Ok. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et donc, Amina, pour rebondir sur ce que tu dis, et je vais même aller aussi un peu plus loin, c'est qu'on a certaines écoles, parce qu'on a eu, enfin, quand les écoles avec prépa intégrée sont arrivées, on a eu un foisonnement vraiment d'écoles qui sont apparues, des écoles toutes jeunes. Et donc, du coup, aussi, ce qu'il faut regarder, c'est parce qu'en fait, cette capacité à délivrer un titre, donc quand une école fait partie de la commission des titres d'ingénieur, en fait, ça se renouvelle. C'est valable, je ne sais plus combien de temps, je crois, pendant 5 ans pour l'école, quelque chose comme ça. Et donc, tous les 5 ans, ils vont devoir renouveler, en fait, cette capacité, donc, à délivrer des titres d'ingénieur. Et il faut savoir que dans les écoles qui sont très jeunes, les écoles d'ingénieurs qui sont très jeunes, ça peut arriver que, par exemple, elles vont être habilitées pendant 5 ans et puis, au moment de renouveler, elles vont pas avoir l'habilitation. Et donc, il faut faire très attention à ça parce qu'en effet, comme l'a dit Amina, c'est des écoles qui souvent vont être dans des écoles privées. Et donc, vous allez payer pour à la fin, finalement, ne pas avoir de diplôme d'ingénieur. Donc ça, il faut être très, très prudent avec ça et vraiment poser les bonnes questions et bien se renseigner. Parce que aussi, une école qui, par exemple, n'a pas réussi à renouveler son titre il y a tant d'années, c'est pas forcément bon signe par rapport aussi à son niveau, par rapport à la manière dont elle est implantée, etc. Une école qui, par exemple, est habilitée depuis 20 ou 30 ans, bon, là, on est déjà beaucoup plus confiant et on sait que en principe, il y aura pas de souci. Top. Donc voilà. Donc du coup, là, on a surtout parlé donc du parcours. Dans les parcours possibles, on a surtout là donc parlé du parcours classique, avec donc du coup un bac spécialité avec option maths, physique, chimie. Ok. Ensuite, donc du coup, on est à Parcoursup, on demande des classes préparatoires ou bien on regarde des écoles d'ingénieurs directement pour passer des concours post-bac. Et donc là, on va faire 2 ans en cycle préparatoire, donc prépa intégrée ou une prépa classique, et ensuite 3 ans en cycle ingénieur. OK? Quand vous avez fini votre parcours, on peut directement, effectivement, être ingénieur, rentrer dans une entreprise et tout ça. Ça, c'est la première option. Et puis sinon, il y en a d'autres qui vont justement poursuivre leurs études, soit en continuant avec un doctorat, d'accord? Ou alors d'autres qui vont repartir pour faire une spécialisation dans une école de commerce et tout ça. Donc, ça veut dire qu'à la fin d'école d'ingénieur, tout n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on peut soit rentrer enfin dans le monde du travail ou on peut continuer encore sa vie scolaire. Du coup, je vais prendre la main sur ça, Ouais, comme ça après je vas-y, laisse sur ça les marche. écoles privées, d'accord? Du coup, dans les parcours possibles,
Donc là, on va regarder quand on parle donc des écoles publiques, c'est-à-dire voilà les centrales, les mines, les ponts et compagnie, d'accord? Donc voilà, vous êtes passé, vous avez fini le bac, et donc là dans Parcoursup, vous allez demander des classes préparatoires. Ces classes préparatoires, elles se font donc dans des lycées, ok? Toutes les classes préparatoires ne se valent pas. Et donc, du coup, ce que moi, je vous conseille, c'est regarder un petit peu votre niveau scolaire et essayer donc, du coup, de choisir une classe préparatoire qui va être adaptée, en fait, à votre niveau scolaire, mais aussi à votre capacité à gérer la pression. Parce qu'il y a des écoles il y a des classes prépa qui vont être plus connues pour être très compétitives, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus cool. D'accord? Et donc là, c'est une classe préparatoire, comme je vous disais, donc MPSI ou PCSI ou PTSI. Et donc ça se fait, donc du coup, la première année. Ensuite, on va faire la deuxième année. OK? À l'issue de cette deuxième année, donc on se prépare pendant 2 ans pour passer des concours d'ingénieurs. Hein, d'accord? Et les concours d'ingénieurs, si vous voulez, il y a 5 banques de concours. Et on parle de banques de concours parce que dans une banque de concours, en réalité, il y a plusieurs écoles. D'accord? Donc, il y a la banque, comment elle s'appelle? CCP, à la banque 3A, tu as la banque des mines, tu as la banque Polytechnique et compagnie, et je sais plus c'est quoi, la cinquième banque. Donc, dedans, en fait, ça rassemble plusieurs écoles. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une semaine de concours à composer quasiment 8 heures par jour, d'accord, pour une banque de concours. OK? Donc, voilà, c'est pendant 2 ans finalement pour avoir, allez, maximum un mois de concours où on travaille beaucoup. OK? C'est très fatigant. Et là, en fait, vous êtes sur un même piédestal avec tout le monde. Ça veut dire que tout le monde concourt finalement pour les mêmes écoles. OK? Et ensuite, une fois qu'on a passé les concours, eh bien, du coup, on a ces résultats. Et donc là, on peut rentrer en école d'ingénieur avec, donc, du coup, 3 ans en cycle ingénieur. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est vraiment le truc important, c'est qu'il y a plein de gens qui, du coup, vont se dire, on va plutôt aller, par exemple, dans une prépa intégrée ou quoi, parce qu'ils ont peur de pas avoir d'école. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, il y a souvent plus de places, en fait, dans les écoles d'ingénieurs qu'il y a de personnes qui passent les concours. OK? Donc, ça veut dire que la probabilité que quand vous avez passé les concours, vous avez rien du tout, elle est quasiment nulle. OK? Donc, ça veut dire que finalement, aller en prépa, le risque de pas avoir d'école est vraiment nul. OK? Donc, du coup, si vous avez envie d'essayer la prépa, même si vous connaissez pas, mais vous dites j'ai envie de le faire, eh bien, il faut essayer d'aller en prépa. Safa, on va t'écouter. Mais si les résultats au concours ils sont pas satisfaisants pour pour la quatrième année aussi, on va quand même en école d'ingénieur ou pas? Alors, en fait, déjà, c'est toi qui fais ton choix. Ça veut dire que quand tu as passé tes concours, alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, donc tu passes tes concours en deuxième année, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens en fait qui, effectivement, quand ils ont les résultats et qu'ils n'ont pas forcément les écoles qu'ils voulaient, eh bien du coup, ils décident de retenter, et donc pour ça, ils doivent refaire c'est comme si qu'ils redoublaient. Mais c'est un redoublement qui est très bien accepté en fait, tu vois. Et donc, ils refont la deuxième année pour avoir à nouveau une chance de repasser les concours. Donc voilà, ça c'est si toi les résultats ne te satisferont pas, d'accord? Moi c'est ce qui m'est arrivé d'une certaine manière, c'est que j'ai fait 1 an, 2 ans de prépa, j'ai passé les concours et les écoles, voilà, j'étais pas satisfaite des résultats et puis en plus je voulais faire autre chose, c'est-à-dire que je voulais découvrir autre chose. Et donc plutôt que de choisir une école d'ingénieur tout de suite, après, je vous parlerai de ça. J'ai fait un autre truc qui m'a ensuite repermis de revenir passer les concours pour les écoles d'ingé. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de redoubler, enfin on peut passer directement en école d'ingénieur. En fait, de toute façon, tu auras forcément une école d'ingé. Alors, Euh, la question, c'est est-ce que c'est l'école d'ingé que tu veux ou que tu veux pas? Elle te D'accord? plaît Mais il y en aussi. aura au moins une. C'est Dans ces juste que, cas-là, voilà, il y a vraiment, des gens qui arrivent en prépa en disant, moi, je veux Centrale Paris. Tu vois? Et donc, eux, leur truc, c'est Centrale Paris. Donc voilà, ce que je peux te dire, c'est que a priori, si tu vas au bout de tes 2 ans et que tu passes les concours,
Tu auras une école. Et donc après, la question, c'est est-ce que tu es contente de l'école que tu as? Et donc tu peux intégrer cette école-là et tu seras contente. Tu finis et puis 3 ans après, tu es ingénieur. Ou alors tu dis non, je ne veux pas de cette école-là. Et il y en a, voilà. Il y en a qui redoublent leur dernière année de prépa pour retenter les concours pour avoir une meilleure école. Il y en a beaucoup. Il y en Il a y en a beaucoup. beaucoup, ouais. Enfin, Ouais, moi, ouais. j'avais une connaissance qui, par exemple, il avait eu Centrale, mais il voulait absolument Polytechnique. Il a redoublé sa deuxième année de prépa, enfin redoublé vraiment avec des gros guillemets, et il a eu Polytechnique au deuxième coup. Donc après, c'est vraiment, enfin, il faut, et je pense que c'est pour ça que, comme le disait Amina, il faut pas voir ça comme un redoublement, mais c'est plutôt quelque chose qui sert, enfin, voilà, c'est un concours en fait, c'est comme tout. Puis un concours, des fois, ça peut arriver le jour où on le passe, on est moins en forme que d'habitude, où on a mal dormi pendant une semaine parce qu'on a révisé. Et puis, enfin, en fait, ça dépend de plein de choses. Et du coup, le concours, c'est un peu un one shot. Et puis, ben, il y a des moments, ça se passe mieux que d'autres et on ne sait pas forcément pourquoi. C'est humain, c'est normal. Et donc, bah, du coup, des fois, on a envie de se laisser une autre chance. Et en principe, les personnes qui vont refaire une année pour repasser le concours l'année d'après ont en principe, allez, 95% des cas, l'école qu'ils voulaient. C'est franchement, enfin, c'est très rare d'entendre qu'ils l'ont passé 2 fois et qu'ils n'ont pas eu l'école qu'ils voulaient à la fin, parce que bon, en principe, le système est fait de telle manière à ce que ça se fasse. Et il faut surtout, enfin, aussi, si je peux rajouter une petite chose, je sais, je vais peut-être être un peu hors sujet, mais il faut pas avoir peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de personnes, vous entendrez beaucoup de personnes dire, parce que la prépa, c'est vraiment dans l'imaginaire de beaucoup de gens qui la connaissent pas, ou parce qu'ils ont entendu l'ami du voisin, de la cousine en parler. Oh là là, la prépa, c'est très compliqué. On commence l'année, on a deux partout, c'est très difficile. Oui, c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile parce qu'il faut travailler beaucoup. Et que pendant ces 2 ans, ben, la vie, elle est un peu limitée parce que, bah oui, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Mais après, c'est pas infaisable. Et il faut surtout, si on a envie de faire une prépa, il faut y aller. Et il faut pas commencer à écouter toutes les personnes autour. Parce que du coup, il faut juste suivre, ben voilà, il faut suivre ce qu'on a envie et il faut le tenter et il faut pas commencer à écouter Pierre-Paul Jacques qui va vous dire ah c'est très très compliqué pour y arriver c'est en fait il y en a la moitié qui abandonnent. Non, c'est pas vrai. La prépa c'est faisable, c'est juste qu'il faut travailler, c'est tout. Yousra? Ouais. Yousra, tu as une question? Si on fait notre année la deuxième année et on n'est pas satisfait des résultats du concours et du coup on décide de la refaire et que les résultats sont encore moins satisfaisants, on peut garder les résultats du premier? Non, Non. non. Tu rejoues ta chance quand tu fais ça. D'accord, merci. Et Ouais. c'est pas des résultats comme au bac, encore une fois, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas regarder ta moyenne. En fait, ce qu'on regarde dans les concours, et c'est pour ça que c'est un peu perturbant, on va regarder un classement. Donc, ça veut dire que si tu l'as fait une première fois et que tu as été classé parmi un certain nombre d'élèves, forcément, la deuxième fois, eh bien, tu auras concouru avec d'autres élèves. Donc, du coup, c'est pas une question. Ils vont pas en fait te faire une moyenne et te dire non, c'est qu'ils vont regarder un classement à un moment donné. Et ce qui est dur en prépa, en fait, à comprendre, c'est qu'effectivement, tu travailles 2 ans, voire 3 ans, pour finalement passer un concours par banque qui dure qu'une semaine. D'accord? Mais c'est Oui, beaucoup. c'est beaucoup, il faut être prêt. Et en fait, la prépa, c'est vraiment un autre monde, quand même, hein, il faut le dire. En termes de travail, vous travaillez, vous devez être présent en classe entre 32 et 35 heures par semaine. Et chez vous, vous devez travailler au moins 20 à 25 heures par semaine en travail personnel. En fait, vous mettez un petit peu votre vie sociale, entre guillemets, pour ceux qui y vont à fond, pour pouvoir travailler pendant 2 ans et préparer ces concours. Ce sont des concours qui vont vous ouvrir des portes sur votre carrière et toute votre vie ensuite. Donc, ils sont très importants. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent absolument entrer dans certaines écoles parce que ça définit votre carrière derrière. C'est Donc comme si oui, tu c'est étais au vraiment. travail, exactement. La Et prépa, c'est sérieux, c'est ça.
Oui. Et aujourd'hui, ça vous paraît beaucoup quand on vous dit c'est une semaine de concours, mais au bout de 2 ans de prépa, en fait, la prépa, ça Ça vous vous forme forge. aussi, Oui. voilà, à faire ce marathon d'une semaine d'examen. Parce qu'en fait, dès que vous arrivez en prépa, bah, vous avez des fois, bah, voilà, vous commencez avec 2 jours d'examen d'affilée, puis après, ils augmentent à 3. Et puis, à chaque fin de semaine, vous avez pas, chaque fin de semestre, pardon, vous avez une semaine complète. Donc, en fait, on vous apprend aussi à travailler, on vous apprend à gérer la pression et on vous apprend à rester bien réveillé pendant une semaine pour charbonner sur des sujets divers et variés. Et ça, en fait, vous allez le garder, vous serez imprégné de ça, en fait, sur tout le reste de votre vie, hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le jour où j'ai passé après mon permis de conduire, mon code de la route, je l'ai traité, en fait, comme un cours en prépa. Donc, je suis arrivée et en une semaine, je connaissais par cœur mon code de la route parce qu'on m'avait formé, finalement, à apprendre d'une certaine manière. Et donc, finalement, toute votre vie, c'est-à-dire que même votre vie quotidienne, sans s'en rendre compte, on a encore gardé des sortes d'automatismes, en fait, qu'on a réussi à adopter finalement quand on était en prépa. Ouais. On a 3 questions là. Alors, Nour Ouais. en premier, vas-y. Mais en fait, si on fait tout ça en une semaine, enfin, je veux dire, on fait toutes ces matières en une semaine, on n'aura plus jamais le temps de travailler à la maison. Enfin, je veux dire, Si c'est ta nouvelle vie, ça va être de travailler. C'est juste Ça. ça en fait. Mais tu Matin, travailles midi, soir, nuit, tout le Voilà. voilà. temps. Dès que tu as 5 minutes, tu travailles le week-end. Alors, bon, il faut réussir à se libérer le week-end, une petite heure de tranquillité, Il faut te mais sinon, reposer. c'est tout le temps. C'est tout le temps. On se repose jamais dans la semaine. Euh, la nuit, Alors, un peu. si tu veux faire ingénieur et être tranquille, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va pas être Ouais. possible. Parce que même quand tu travailles après, alors, tu n'as plus les devoirs quand tu travailles, mais une carrière d'ingénieur, elle est loin d'être tranquille aussi. C'est que derrière, il faut s'imaginer que le métier d'ingénieur, bah, des fois, enfin, t'as pas des horaires. C'est pas tu commences à 9h et tu finis à 17h, hein. C'est des fois, tu commences à 8h et puis des fois, tu finis à 20h et puis des fois, tu travailles de nuit. Ça peut arriver. Tout dépend des métiers. Moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Il y a des fois, je travaille de nuit la semaine. C'est, enfin, même dans le métier d'ingénieur en soi, quand on est dans le monde du travail, même si, voilà, vous n'avez pas des cours à apprendre, des choses, mais c'est des métiers qui sont très prenants. La semaine de concours, là, je viens de vous l'écrire. Vous avez 3 épreuves de maths, 3 épreuves de physique, 3 épreuves de sciences de l'ingénieur, 2 épreuves de français, 2 épreuves d'anglais. Et tout ça en une semaine. Et ce sont Et des si tu épreuves de passes tous les 4 concours, heures. c'est pendant 5 semaines, comme ça. Et c'est 4 heures chaque épreuve. Voilà. Ouais, c'est beaucoup. Ah, mais il faut être prêt. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence-là. C'est pour vous ouvrir les yeux aussi sur la quantité de travail qui est demandée pour devenir ingénieur. Et en fait, plus vous allez très tôt dans votre cursus vous mettre à travailler, moins le choc qui sera brutal. Et c'est Ouais. pour ça qu'en fait, quand on passe beaucoup de temps à dire aux élèves, faites un effort, travaillez et tout ça, c'est vraiment parce qu'on sait que si après vous voulez réussir, en tout cas pour être ingénieur, eh bien, il va falloir pousser. Et là, on parle d'ingénieurs, ceux qui font médecine, vous verrez, c'est pareil. Voilà, comprenez en fait que dans la vie, il n'y a rien sans rien. Et là, vous êtes encore voilà, primaire, collège, lycée. En réalité, c'est maintenant que vous êtes en train de jouer votre avenir. OK? Donc, tous les gens qui se disent, je veux profiter de ma jeunesse, profiter de sa jeunesse, ça ne veut pas juste dire sortir, s'amuser, même si c'est super important. Ça veut aussi dire commencer à investir sur vous pour votre plus tard, quoi. Et puis, pour profiter aussi de sa jeunesse, il faut avoir un bon travail. Et quand après vous rentrez dans le monde du travail et que vous avez quand même beaucoup plus de temps pour vous, malgré que voilà, c'est des métiers qui sont prenants, et à ce moment-là, vous pouvez vraiment profiter parce que vous avez fini vos 5 ans, vous avez un salaire, vous avez des vacances, et puis tout ça, ça vous permet de profiter. Donc après, c'est voilà, des fois, il vaut mieux peut-être donner quelques années de sa jeunesse, entre guillemets, parce que je suis pas sûre qu'entre 17 et 23 ans, c'est là où forcément vous allez profiter le plus, hein. Après, à 23 ans, on est encore très jeune, hein. Donc on a tout le temps de profiter ensuite quand on a terminé. Du coup, Nour, on t'écoute? mais du coup, à quoi ça sert le français? Le français? C'est important, le français quand même, Très important. parce que le truc, c'est que dans les entreprises, tu parles français à tes collaborateurs.
Il Et fait des rapports. que quand tu écris même, ben, des fois, tu peux t'écrire à des personnes qui sont très haut placées ou même à tes collaborateurs de tous les jours. Hein. Ben, faire un mail bourré de fautes d'orthographe, c'est quand même très mal perçu, hein, encore aujourd'hui. Quand tu fais un CV pour postuler ou une lettre de motivation, bah, si tu fais des fautes, t'attends pas à avoir un retour. Et puis, ben, on arrive aussi au même. Enfin, donc, le français, c'est pas à négliger, c'est très important parce que bah, c'est aussi comme ça que tu vas transmettre des idées. Hein. Des fois, quand tu es ingénieur, tu expliques aussi des choses très techniques et très complexes à des gens qui sont pas du tout ingénieurs et qui du coup vont rien comprendre à ton charabia. Donc, il faut être aussi capable de communiquer, ça c'est très important. Et ça, c'est quelque chose un peu contre quoi je me suis un peu battue quand j'ai eu des stagiaires qui étaient très très techniques et qui du coup, enfin, ils partaient dans leur monde. Alors, ils étaient très bons en technique, mais ils n'étaient pas capables, par contre, d'expliquer vraiment clairement et simplement ce qu'ils faisaient. Donc, c'est très important de savoir s'exprimer à l'oral et aussi à l'écrit pour la partie français, mais aussi attention, quand on est ingénieur, on peut être amené très souvent à travailler à l'international. Et c'est là, par contre, que l'anglais rentre en jeu. Et donc, l'anglais est aussi important que le français. Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Il faut aussi bien travailler le français que travailler l'anglais. Parce que moi, j'en ai déjà entendu qui m'ont dit, oui, mais bon, je parle très bien anglais, je n'ai pas besoin forcément d'être très bon en français parce que de toute façon, moi, je fais des maths et de la physique. Bah si, parce que ben, la langue ici, c'est le français. Hein, et donc, il faut être capable de s'exprimer en français correctement, dans un langage correct et aussi être capable d'écrire correctement. Et ça, dans les deux langues. Quand vous finissez votre master, vous devez rendre en fait un mémoire. Et c'est un mémoire qui fait à peu près entre 60 et 100 pages. Et forcément, il faut savoir articuler, organiser son raisonnement, présenter des choses. Et donc le français, il est obligatoire. Mais c'est, on va dire, un français technique, un français pour l'ingénieur. Mais français quand même. Donc cette matière-là, elle est très importante. Si vous faites une faute par page sur 100 pages, ça va être illisible, quoi. On a des questions encore? Ouais. Allez-y. Safa? Mais en fait, toutes ces heures-là, on les a dès la première année, Oui. Oui. mais c'est beaucoup, hein. Oui. En fait, quand tu arrives en prépa, tu changes de monde. Tu vas vite te rendre compte. Moi, par exemple, enfin, je sais pas pour vous faire peur, mais j'avais 20 de moyenne en maths au lycée. Ma première note en prépa, c'était 11. Et le deuxième de la classe, il avait 7,5, alors qu'il était très bon aussi. Et on ne se rendait pas compte de l'écart qu'il y avait, parce que la prépa, c'est vraiment différent. C'est un autre monde. Et en fait, au bout de 2, 3 mois, on a commencé à comprendre à quel point il fallait travailler. Et là, nos notes sont remontées. Mais au début, on s'est fait avoir. Et les notes n'ont pas du tout la même valeur, Oui, encore une oui. fois. C'est-à-dire que ce qui importe, ça devient le classement. C'est-à-dire que, et c'est ce qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a été formaté sur un système jusqu'en terminale où finalement Oui. c'était des notes et puis fallait juste se débrouiller pour avoir une moyenne qu'on estime chacun de son côté comme étant convenable. Là, tu changes d'état d'esprit et c'est pas, voilà. Donc c'est Après, dans les concours, voilà, vous serez comparé à tous les élèves de France. Donc, s'il y a 10 000 élèves qui passent le concours, eh ben, vous serez, entre guillemets, contre 10 000 autres personnes qui veulent faire les mêmes écoles que vous et qui vont être meilleures qu'eux. Et les meilleures écoles, elles vont prendre les 10 premiers sur les 10 000. Ensuite, elles vont prendre les 20 premiers, les 100 premiers. Et il faut aussi se dire que les systèmes de notation sont totalement différents que ce Ouais. que vous aurez connu au collège et au lycée. Enfin, par exemple, enfin, moi, j'avais un professeur, bon, c'était en école d'ingénieur, mais enfin, c'est très courant, hein, c'est pas du tout une exception. Mais il arrivait le jour de l'examen, vous aviez 2 heures. L'examen, c'était un bottin téléphonique, il y avait 50 pages d'exercices. Bon, bah, de toute façon, au bout de 2 heures, vous pouvez pas tout faire, hein, c'est pas possible. Donc, vous faites ce que vous savez faire, hein, et puis vous perdez pas de temps. Voilà, vous essayez d'en faire le plus possible, mais aussi le plus correctement possible. Et à la fin, en fait, ce qu'il note, c'est pas que vous ayez fait tous les exercices. Non, il va regarder celui qui en a fait le plus et le mieux. Et à partir de là, ça va lui servir de référence et il va noter les autres. Et du coup, C'est ça. donc, c'est pour ça les systèmes aussi bien de notation que les moyennes, en fait, ça a un sens, mais totalement différent dans le monde du supérieur. Sur l'un concours, le premier de France, il aura 20 sur 20 et ce sera lui la Ouais, référence pour les notes, c'est ça. dans chaque matière, à chaque épreuve. Linda, tu as une question? Bonjour, bah moi du coup je suis en seconde et je voulais Oui. savoir si le passage entre le lycée et la prépa c'était compliqué, enfin le temps d'adaptation c'était difficile entre guillemets.
Ça l'est, mais c'est pour tout le monde, si tu veux, c'est normal. Quand tu vas Ouais, passer en prépa, avec toute ta classe, vous allez vivre une transition et les profs, ils le savent très bien et ils vont vous accompagner. Bon, après, il y en a qui sont un peu plus sévères que d'autres, mais il y a une transition et faut vraiment changer de façon de travailler quand tu rentres en prépa, oui. Et puis c'est là aussi où tu dois bien choisir ta prépa. Et en fait, là, tu es en seconde. N'attendez pas, je pense qu'il doit y avoir des terminales. Attendez pas forcément d'être en terminale pour savoir quelle prépa vous allez faire. Parce que vraiment, toutes les prépas ne se valent pas. Et voilà, nous, par exemple, j'étais dans une prépa assez sympa, enfin, assez bien classée. Et si tu veux, les profs jouaient un peu le jeu en se disant quel va être l'élève qui va disparaître. Ça veut dire qu'en fait, tous les jours, tu avais des élèves qui partaient, qui abandonnaient. Et donc, en fait, tu vois, quand tu arrivais et que tu vois une chaise vide et la table vide, eh bien, tu dis, bon, ben, lui, il a lâché. Et en fait, il y avait un petit peu cette pression de se dire, c'est qui le prochain qui va lâcher? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de choisir la prépa qui va être aussi adaptée à ta capacité, en fait, à gérer la compétition. Parce que voilà, ça a amusé beaucoup de gens. Moi, ça m'amusait pas forcément et ça alimente en fait le stress et l'angoisse. Et donc, tu as d'autres prépas qui, pour le coup, vont être connues pour être beaucoup plus détendues, voilà, un peu plus bienveillantes. Et il y en a d'autres où en fait c'est compétition, compétition, compétition. Donc c'est vraiment, prenez le temps d'aller dans les différents forums, parler aux élèves, demandez-leur en fait quel est l'esprit de compétition qu'il y a dedans et tout ça pour que vous puissiez aussi vous ajuster et pas choisir en fait votre prépa à l'arrache après sur Parcoursup. Ouais. Il y a des Après, je prépas tiens aussi aussi quand même bienveillants. à... Ouais. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je tiens quand même aussi à préciser que, donc là, on parle de la prépa, mais après, ça ne Normal. veut pas dire non plus que l'université est plus simple. Parce qu'en prépa, il y a quand même quelque chose qu'il faut Mm. considérer, c'est que vous avez les absences qui sont vérifiées, des professeurs qui sont sur vos côtes quand même tous les jours, mais ce qui veut dire aussi que vous êtes encadré. Donc, par rapport au lycée, vous avez un fonctionnement, entre guillemets, qui reste sur le fonctionnement administratif assez proche. Donc, du coup, vous êtes encadré. Si vous êtes absent, il faudra le justifier, ça va être surveillé, on va vous appeler ou appeler vos parents pour savoir pourquoi vous n'êtes pas là. Donc, du coup, et si vous êtes malade, il faudra le justifier aussi. Donc, vous êtes encadré. On va se soucier, enfin, quand même, si quelqu'un n'est pas là, on va se demander pourquoi. En université, vous êtes un peu lâché dans le grand bain. Un professeur, il va arriver, il va faire son cours. Si tous les élèves sont pas là, bah lui, c'est pas son problème, il fait son cours et ensuite il s'en va. Donc, ça veut pas dire que, par exemple, quand on va faire une première année en université, ça va être beaucoup plus facile parce qu'en fait, en université, on doit apprendre mais à travailler plutôt tout seul. On est un peu plus dans son coin. Donc, c'est là où il faut quand même être aussi prudent. C'est que quand on dit prépa, oui, ça peut être effrayant, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais vous avez quand même des gens pour vous encadrer, vous avez des professeurs qui sont là pour vous accompagner et qui sont là aussi parce qu'ils ont envie que vous réussissiez. Quand on arrive en université après le bac et qu'on a été habitué à être encadré au lycée, et que tout d'un coup c'est la fête parce que plus personne regarde ce que vous faites, et ben certains ils vont pas toujours très bien le gérer, et puis ben pour commencer à se mettre au boulot ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'en université, par exemple, sur des cursus assez compliqués, comme je pense par exemple la licence maths informatique, ben vous allez avoir peut-être 100 personnes le premier jour et 10 personnes à la fin de l'année qui vont rester dans l'amphi. Et c'est pour ça que les prépas se font dans des lycées, Oui. parce que c'est comme au lycée. Donc, en fonction de vous, comment vous vous gérez, est-ce que vous êtes capable de travailler vraiment seul? Vous avez besoin de personne pour vous motiver. Là, vous pouvez faire la fac. Et si vous avez besoin d'encadrement, la prépa, c'est très bien aussi voilà, parce qu'on va Et pas aussi, il y a toucher. autre chose qui est importante, c'est voilà, parce que là, on est passé du coup sur la partie autre voie possible, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut entrer par une école d'ingénieur en passant donc après le bac par un DUT, par une licence, par un master. Et donc, du coup, il y a des places en fait qui sont allouées pour les gens qui ne sont pas venus de prépa, parce que du coup, sinon, c'est pas bien. C'est-à-dire que t'as en école d'ingé, la seule manière d'y arriver, c'est de passer par une école prépa. Les mecs, ils se sont dit, non, il faut qu'on ouvre aussi des places pour des gens qui passent par un DUT ou par un master ou par une licence. Alors ça, en général, donc c'est les voies parallèles, ça se fait en deux étapes. Il y a une partie qui se fait sur un dossier. Donc, c'est-à-dire que si vous dites, je vais passer par un DUT ou une licence, il faut
avoir le meilleur dossier possible. C'est-à-dire que là, pour le coup, il va y avoir très, 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 très peu de place allouée, en fait, pour les élèves qui ne sont pas passés par une prépa. Donc, s'il y a très, très, très peu de place, il faut avoir sélectionné la meilleure fac possible, de un, et puis il faut avoir fait en sorte d'être parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, en fait, dans cette fac en question. Et puis ensuite, il va y avoir une partie quand même concours qui est beaucoup plus réduite que le concours en prépa. Mais l'idée, ce sera effectivement de pouvoir évaluer, enfin, c'est quand même, qui est quand même un écrit quelque part. OK? Mais comme Gwendoline vous dit, la difficulté, c'est de un, il y a moins de place qu'en prépa. Et de deux, ça veut dire que derrière, il faut vous débrouiller pour être les meilleurs dans un système qui n'est pas aussi encadré que la prépa. Alors, pour répondre aux questions rapidement dans le chat, non, ce n'est pas plus facile de passer par là parce que, par exemple, si vous prenez l'exemple du DUT, dans mon école d'ingénieur, ils ne prenaient que 3 DUT dans toute la France. Donc, il fallait avoir les 3 meilleurs dossiers. Et donc, c'est aussi très difficile. Et donc, il y a des voies parallèles, mais ça n'empêche qu'il faut quand même avoir des très bons dossiers. Donc, De toute façon, au c'est bout pas un d'un raccourci, moment, quoi. la sélection, elle se fera. Peu importe si c'est à la première année, la deuxième, la troisième, au bout d'un moment, peu importe les études que vous ferez, peu importe dans quoi vous vous embarquerez, tant que vous serez dans les études supérieures, de toute façon, une sélection se fera, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'y réfléchir en amont, d'accord? S'il vous plaît, n'attendez pas d'être en terminale pour vous dire, et en fin de terminale, pour se dire, bon, ben, je vais voir comment je vais faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce sont des projets. Alors, même si je sais que quand on est plus jeune, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire plus tard, mais l'idée, c'est pour ça qu'on fait ces conférences-là, c'est aussi pour vous sensibiliser, en fait, à tout ça. Parce que, imaginons, vous êtes en sixième, vous êtes en cinquième, et puis là, on vous explique, eh bien, qu'il y a la prépa, qu'il y a les écoles d'ingé, qu'il y a des voies parallèles, qu'il va falloir travailler beaucoup. Eh bien, je veux dire, même pour vous, qu'en fait, quand vous êtes dans les plus petites classes, ben, vous n'allez pas avoir le même rapport au travail. Vous n'allez pas travailler en fait en mode contrainte en disant il faut que je me débrouille en fait pour avoir des bonnes notes. Vous allez travailler en vous disant ben, que finalement, il faut travailler parce qu'il faut préparer son esprit, il faut préparer son corps à vouloir travailler, tu vois. Et c'est quand même plus simple quand on a pris l'habitude d'être travailleur, d'y arriver, que en fait du jour au lendemain passer de zéro à devoir se mettre au travail. Donc du coup, là c'est les infos complémentaires. Donc ça on en a parlé, hein. Donc il y a autant de parcours possibles qu'il y a d'élèves ingénieurs. On a dit que c'était un titre avec différentes choses à valider, parmi lesquelles le TOEIC, d'accord, ou le TOEFL, donc qui sont des épreuves d'anglais. Et l'anglais, oui, c'est super important. Le stage de minimum 6 mois en entreprise. Et voilà, la prépa intégrée, VS prépa classique. Au bout des 5 ans, possibilité ensuite bah, de continuer, d'accord, soit en faisant un doctorat ou en faisant quelque chose dans des écoles de commerce et compagnie. Et, euh, et puis voilà. On va reprendre encore les questions. Safa, on t'écoute. Safa? C'est obligé de faire un semestre à l'étranger? Alors non. Enfin, Ça non. dépend. C'est en fait, tu peux le faire de différentes manières. C'est soit tu fais un semestre à l'étranger, soit comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'équivalent. Ça veut dire que tu peux faire un semestre à l'étranger ou un semestre ou une année complète en double diplôme dans une autre école. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ma dernière année des cycles d'ingénieur, je l'ai fait en double diplôme. Ou tu peux faire des parcours aussi, puisque tu as des écoles d'ingénieurs qui vont proposer des parcours spécifiques. Par exemple, pour les personnes, moi, ça avait été mon cas aussi, pour les personnes qui, par exemple, veulent voir ce que c'est la recherche et donc qui aimeraient peut-être plus tard faire un doctorat, vont proposer ce qu'on va appeler, par exemple, un parcours recherche. Et donc, pendant 1 an, tu vas être toujours à l'école, mais je ne vais pas dire que c'est une alternance, mais en fait, tu vas devoir faire un projet tout seul, un peu comme un mini-mémoire, comme si tu préparais un doctorat, mais en condensé. Tu seras encadré par un professeur, et donc, du coup, ça vaut le semestre à l'étranger. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut faire, oui, une de ces options-là. Ça, c'est obligatoire. Mais par contre, le semestre à l'étranger, en soi, n'est pas obligatoire si, à côté, tu fais quelque chose qui est équivalent.
Le but, c'est de parler une autre langue ou autre chose. Enfin, c'est quoi le but? Le but, c'est de Le but du savoir. semestre à l'étranger, oui, ça va être de pratiquer ton anglais, parce que c'est vrai qu'on apprend, là où on apprend vraiment l'anglais, c'est quand on le pratique. Mais ça va être aussi, bon, ben voilà, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, et puis voir aussi ailleurs comment ça se passe pour travailler dans une autre école, avec d'autres méthodes. Mais voilà, après, bon, ben c'est ça après, puis chaque élève le ressent de manière différente. Moi, par exemple, je te dis, je l'ai pas fait le semestre à l'étranger, j'ai fait autre chose. Mais ça, après, c'est chacun le fait en fonction du parcours qu'il va avoir plus tard. D'accord, merci. Ça, faut pas s'inquiéter, c'est-à-dire que tu as même des écoles où c'est pas forcément un semestre à l'étranger, ça peut être, voilà, par exemple, les arts et métiers. À l'étranger, c'était 4 semaines au minimum, tu vois, qui t'imposaient. Et c'était 4 semaines ça pouvait être un stage, du coup, en entreprise, mais ça pouvait être aussi un stage un peu culturel, tu vois, où tu allais t'intéresser à la culture. Mais fallait avoir au minimum, en tout cas, ces 4 semaines-là que tu faisais en dehors. Donc ça s'arrange, ça s'arrange, ça faut pas s'inquiéter. Oui, ça, c'est pas le plus grave. Moi, j'ai une question à poser à Gwendoline. Est-ce que aujourd'hui, maintenant que tu es ingénieur, tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es fière du métier que tu fais et tu es Ah contente de oui. te lever le matin pour aller au boulot? Ah, mais j'adore mon métier. Enfin, pour moi, c'est une source, oui, enfin, de toute façon, me verrai pas, enfin, pour me lever le matin, j'ai besoin d'aller faire quelque chose qui me plaît. J'ai besoin de me rendre utile aussi, puisque, ben, voilà, je suis sur des questions qui, derrière, sont quand même assez importantes. Et oui, non, j'adore mon travail. Enfin, franchement, moi, mes 5 années d'école, je les regrette absolument pas. Enfin, les années que j'ai passées à travailler, pour moi aujourd'hui, elles sont largement rentabilisées. Je suis ravie. Enfin, ça fait maintenant à peu près, ça va faire 7 ans que je suis ingénieure, que je suis dans le monde du travail. Et même encore aujourd'hui, les études que j'ai faites, donc là, donc j'ai changé d'entreprise cette année, et même encore aujourd'hui, les études que j'ai faites m'ont permis de faire ce changement puisque bah aujourd'hui quand j'ai trouvé un nouveau travail en l'espace de 3 mois en comptant tous les entretiens que j'ai faits en comptant donc je veux dire ça m'a servi parce que ben quand j'ai envoyé mon CV on regarde mon expérience professionnelle mais on regarde quand même aussi encore la formation que j'ai eue et donc bah ça va me suivre tout au long de ma carrière et ce métier d'ingénieur oui j'en suis ravie parce qu'en plus c'est un métier là où c'est intéressant c'est que j'étais par exemple moi dans le nucléaire et puis j'ai dit ah, ok maintenant j'ai envie de changer, je veux passer à autre chose. Bah là je suis dans le ferroviaire et si demain j'ai envie d'aller dans l'aéronautique et ben j'irai dans l'aéronautique ou dans l'automobile ou encore autre. Donc je veux dire c'est toujours on apprend toujours, on en apprend tous les jours et c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est un métier, on s'ennuie jamais finalement. Complètement. Je vais juste rebondir sur la question là, de la prépa intégrée, parce qu'on a beaucoup de questions sur comment on y intègre. Alors, ce qu'il faut voir, Ouais. c'est que oui, ça passe par Parcoursup. En fait, les écoles d'ingénieurs, en fait, dites post-bac, elles sont rangées aussi par banque de concours. Donc, du coup, il y a le concours Advance. Comment il s'appelle l'autre concours? Bref, il y a 2 ou 3 concours. Et donc, il faut faire la demande via Parcoursup. OK? Juste pour information, regardez bien dans les écoles post-bac. Donc, la grande majorité sont effectivement des écoles payantes. Mais par exemple, le groupe Polytech, je ne parle pas de Polytechnique, le groupe Polytech, eh bien, c'est des écoles en fait qui financièrement sont très accessibles et qu'on peut passer en post-bac, d'accord? Il y a aussi le groupe des INSA. Donc, par exemple, il y a INSA Lyon, je crois qu'il y en a 2, 3 dans les INSA. Elles aussi, elles sont financièrement très, très, très accessibles. Mais forcément, comme elles sont accessibles, eh bien, la concurrence, elle est rude. Et donc, du coup, il faut avoir le meilleur diplôme possible pour intégrer, du coup, ces écoles en post-bac. Mais donc, sur Parcoursup, vous demandez en fait à ces écoles et donc, vous allez effectivement avoir un concours. Et le concours, en général, c'est au mois de mai. Et donc, c'est une épreuve de maths, une épreuve de physique, une épreuve d'anglais sur le programme de terminale. Et en général, ça tombe plutôt bien parce qu'au mois de mai, on est déjà rentré dans des révisions en fait pour le bac. Et donc, ce qui va être en fait attendu dans le programme de ces concours, c'est quand même le niveau bac. Il y a des annales de bac que vous trouvez pour tous ces concours-là. Donc, il ne faut pas aussi en fait hésiter à les préparer en amont.
D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Amina, en fait, ces concours-là, en principe, enfin, parce que, enfin, ça dépend après des écoles, hein, bien sûr, mais en principe, les grosses écoles, comme par exemple, si vous prenez les CIF, qui est une des premières grandes écoles privées là en Île-de-France, c'est des écoles, et comme le SME Sud-Via aussi, où vous passez sur dossier, plus des oraux. Donc là, des oraux dans les différentes matières, maths, physique, anglais, et aussi un oral de motivation. Et vous passez des écrits. Donc, il y a vraiment quand même une phase de sélection qui est assez importante parce que vous passez vraiment plusieurs phases et en fonction de comment vous êtes classé sur chaque phase, et ben, vous passez à la phase d'après. Donc, voilà, donc il ne faut pas négliger ça. Si vous voulez rentrer dans une classe prépa intégrée, il faut bien se dire que la sélection, ben là, pour le coup, se fait au moment du bac. Safa, on t'écoute? Ce sera la Euh, dernière question, je pense. Est-ce qu'on peut faire plusieurs écoles? En gros, si on a fini par exemple la première école en ingénieur, par exemple pour la biologie, est-ce qu'on peut faire un autre après? Alors, juste avant qu'on donne une réponse, je vais laisser. Est-ce que vous pouvez nous mettre en commentaire les métiers qui vous intéresseraient pour ce type de conférence métier? D'accord? Donc, mettez-nous, c'est le moment, ça va nous donner des idées pour organiser du coup la prochaine. Et donc, du coup, Gwendoline, je te laisse répondre parce que c'est ce que tu as fait. Oui, alors tu peux faire en effet différentes écoles. Il n'y a pas de souci. Moi, tu vois, en 5 ans, j'ai fait 3 écoles différentes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais te donner mon exemple. Moi, je suis rentrée à l'ESME Sudria, donc en classe prépa intégrée. J'ai fait ça 2 ans. J'ai voulu, enfin, les spécialités qui étaient proposées par cette école d'ingé m'intéressaient moyennement. Du coup, j'ai voulu changer d'école. Donc, ensuite, je suis passée à l'ESSIB, donc sur concours. J'ai passé un concours au bout des 2 ans. Et j'ai fini ma dernière année, donc j'ai fait un double diplôme avec Centrale Supélec. Et donc, j'ai fait ma dernière année de cycle ingénieur à Centrale Supélec en spécialité mécanique, aéronautique et espace. Donc, du coup, oui, on peut changer d'école en cours de route. Si on voit, bien sûr, qu'il y a une spécialité qui ne nous convient pas à un moment donné, rien n'empêche de faire machine arrière. Comme on le disait tout à l'heure, il y a autant d'ingénieurs qu'il y a de parcours différents. Il n'y a pas un ingénieur qui aura le même parcours. C'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de passerelles et possibilités. Donc, on peut, oui, changer d'école en cours de route, enfin voilà, pour aller faire un double diplôme ou pour changer de spécialité ou tout simplement pour changer voilà, d'école. Donc, non, oui, on peut, il y a ça, il y a pas de problème. Donc, du coup, oui. Donc, après, ce que vous voulez dans les autres métiers, là, c'est vous voulez que tous être ingénieurs ici. C'est génial. Et vous voudrez, en fait, des thématiques un peu plus précises, genre un ingénieur en aéronautique, en biomédical. C'est tout? Il n'y a personne qui veut faire autre chose? On n'a que des ingénieurs ici? Enfin, des futurs ingénieurs? La pilote de ligne aussi, quand même. Ouais, pilote de ligne, c'est stylé. Mais bon, en même temps, pilote de ligne, il y a un délire ingénieur quand même derrière. La programmation, ok. Du coup, on va vous poser un petit sondage parce que là, on a fait la conférence du coup le samedi après-midi. Si on devait en faire d'autres, on reste sur le samedi après-midi ou vous voudriez passer sur le mercredi après-midi? Je vous laisse nous répondre. Bon, je pense que les gens qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils sont disponibles le Le samedi parce samedi, que, forcément, ça va être effectivement, biaisé. tout le monde a dit le samedi parce que, bon, bah, c'est. D'accord. Alors, du coup, n'hésitez pas à continuer à suivre ce qu'on fait, ok? On va faire d'autres conférences métiers rapidement, mais encore une fois, ne faites pas la sélection. Ne vous dites pas, en fait, je veux pas être médecin, donc ça sert à rien que j'aille dans la conférence métier médecine. Voilà, participez à ces conférences métiers-là. Ça va vous donner des idées. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un métier qui va vous plaire alors que vous n'y avez pas pensé. Donc voilà. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si oui, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit avec un petit mail, nous écrire sur les réseaux ou n'importe quoi. Ça va nous donner un peu d'énergie pour continuer aussi la cryptographie. Et puis, je remercie beaucoup Gwendoline d'être venue parce qu'elle a un planning ultra chargé
Et chaque année, eh bien, pour elle, c'est super important de partager avec vous ce moment-là. Gwendoline, dernière question. Si tu as un conseil à donner aux élèves, ce serait lequel? Croyez en vos rêves. Ne vous mettez pas de limites. Faites ce que vous avez envie de faire et foncez. On remercie aussi Nicolas d'être là. Ouais, j'ai pas mis la caméra, mais j'étais là, oui. Il était là. Et puis merci à vous tous d'être venus. Moi, ça me touche beaucoup que vous soyez nombreux à avoir participé à cette première conférence métier de l'année scolaire. Je vous souhaite bon courage. Travaillez, d'accord? Travaillez et travaillez. Voilà. Salut! Merci à Merci tous. beaucoup. Merci Gwendoline. La Bon vidéo sera week-end. diffusée sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous voulez la revoir. Ce sera disponible après. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.